song. You're my playground love. Morceau mythique, Playground Love, extrait du second album après Moon Safari, du groupe électro-français Air, signant la bande originale envoûtante de Virgin Suicides, d'ailleurs récompensée par une victoire de la musique. Nostalgie, c'était il y a 25 ans, à la veille du bug de l'an 2000, qui n'eut jamais lieu. Sofia Coppola, fille de l'illustre réalisateur Francis Ford et cousine de Nicolas Cage, approche la trentaine. Après un passage dans la mode en tant que photographe, elle a notamment assisté Karl Lagerfeld pendant 2 ans, sa passion pour l'image l'oriente tout naturellement à son tour vers la réalisation. La trame de Virgin Suicides n'est pas fondée sur un scénario original, mais sur l'adaptation d'un roman éponyme, paru une poignée d'années plus tôt, et également première œuvre, du romancier américain Jeffrey Eugenides, déjà salué par la critique à sa parution. L'adaptation cinématographique lui apportera la notoriété et marquera le début d'un parcours très prometteur puisque son second roman, Middlesex, sera couronné du prix Pulitzer en 2003. Mais revenons-en à nos moutons, enfin, à nos vierges suicidées, cri ultime pour nos amis spectateurs québécois. Resituons le contexte. Milieu des années 70, dans une banlieue huppée de Détroit, Michigan, je demande la famille Lisbonne. Le père, un prof de maths désengagé de ses responsabilités au profit d'une passion dévorante pour l'aviation, la mère au foyer, catholique puritaine, leurs 5 filles, en pleine puberté âgées de 13 à 17 ans. À cela, 2 particularités scénaristiques s'ajoutent au procédé narratif, la voix off et le flashback. L'histoire nous est racontée 25 ans après les faits par l'un des protagonistes, un voisin également adolescent à l'époque, faisant partie d'une bande de copains épris des 5 jeunes filles, tous témoins impuissants du drame qui va se dérouler sous leurs yeux, les marquant d'une empreinte indélébile teintée d'incompréhension. Ces 2 figures de style sont essentielles à notre manière d'aborder l'histoire, sachant déjà que l'issue en sera fatale pour les 5 sœurs, tout est dans le titre. Nous accompagnons le narrateur dans sa tentative rétrospective de compréhension à travers la succession d'événements présentés comme inéluctables. Poser la question au I Ching, livre des transformations de sagesse chinoise, sur l'essence de cette œuvre me semblait donc d'autant plus pertinent qu'il n'y a à la fois aucun risque de spoil et que le propos du film nous invite justement à analyser ce qui s'est joué dans cette histoire pour en arriver là. La réponse obtenue nous présente l'hexagramme 28, le grand excès, avec 2 traits mutants en 4e et 6e ligne, situés donc uniquement sur le trigramme du haut, relatif à la situation extérieure, générant l'hexagramme 57, la soumission, se conformer. Et c'est ici que je commence à vous parler chinois, et pour cause. Parenthèse, pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir ce qu'est le Yiking et son fonctionnement, vous avez à votre disposition un podcast dédié sous forme de b.a.-ba d'une 10aine de minutes, dont vous trouverez le lien en description ainsi qu'à la fin de ce podcast. Et pour les autres, poursuivons l'interprétation de ce langage sibyllin. Si je devais traduire en une phrase la coloration principale de cette histoire, je dirais donc que Virgin Suicides nous dépeint une situation de tension excessive, à la limite de la rupture, qui par ses influences répétées génère une soumission latente, voire une forme d'abdication. J'ai envie de dire à ce stade qu'on ne pouvait pas mieux tomber question pertinence et le Yiking ne cessera jamais de me bluffer. Cela dit, petit teasing pour la suite, vous verrez avec l'analyse de Lost in Translation que les réponses ne sont pas toujours aussi immédiatement évidentes. Pour vous représenter l'hexagramme 28, sur les 6 traits qui le composent, les 4 du centre sont yang, plein, quand ces 2 extrémités, en haut et en bas, sont yin, un trait brisé. Il y a donc visiblement déséquilibre entre une force yang nettement prédominante, coincée dans un étau de faiblesse yin.
C'est une situation tout à fait anormale, de mauvaise répartition des forces en présence, ayant pour image la poutre faîtière d'une maison reposant sur des bases fragiles, instables, un édifice à la limite de la rupture, sur le point de s'écrouler. D'où son nom, prépondérance du grand, grand dépassement, excès du grand, à prendre ici dans le sens de force trop vigoureuse, écrasante. Obtenir cet hexagramme en réponse à une situation est bel et bien un cri d'alarme, en écho au titre québécois du film. On est en train de subir trop de poids, de pression, au mauvais endroit et mal réparti, menaçant de nous engloutir dans son effondrement, à tout moment si l'on ne réagit pas. C'est une énergie assez comparable à la carte des 10 de bâton avec l'arcane majeur de la tour, la maison Dieu des tarots. Ramenée à notre société actuelle, c'est aussi l'énergie typique du burn-out. Quant à sa représentation en idéogramme, signe graphique fonctionnant par image pour représenter les mots, elle illustrait à l'origine un mort dans une bouche que l'on traverse. Soit la notion de dépassement d'une limite, d'aller au-delà, mais aussi par analogie le fait d'en finir, ce qui n'est plus, euphémisme pour la mort qui prend ici, en première lecture du film, son double sens dans le fait que l'histoire nous soit racontée a posteriori et qu'elle soit celle d'un suicide. Ce qui est d'ailleurs accentué par l'une des significations du second hexagramme, le 57, formé des trigrammes du vent redoublé, capable de se faufiler partout, symbole de la transmission de connaissances s'étendant au-delà des limites du temps et de l'espace. Le fait de nous raconter une histoire du passé ayant perduré jusqu'à nos jours, relatant la mort et susceptible de nous fournir des informations éclairantes, on retrouve ici la richesse du yiking permettant des approches aussi bien sur la forme que sur le fond. Dans cette idée de dépassement, on obtient soit celle de se surpasser, d'avoir la force de, être capable de, soit celle d'outrepasser dans le sens d'une faute à blâmer, une transgression et donc possiblement réprimande à la clé. C'est d'autant plus intéressant à souligner qu'on retrouve bien ces deux notions conjointes dans le film et en effet miroir. Du côté des 5 sœurs, subissant une pression parentale exacerbée, limitante, éprouvante, qu'elles vont tenter de supporter, puis de dépasser, jusqu'au moment pivot du film, la scène du bal de promo, où le personnage de Kirsten Dunst va aller encore plus loin en outrepassant ses règles par le fait de ne pas rentrer et d'offrir sa virginité, ce qui engendrera des sanctions par des limitations encore plus sévères par la suite. Mais également du côté de la mère, qui à force d'infliger une pression au mauvais endroit, inappropriée, sur ses filles, va également finir par outrepasser son rôle et commettre la faute grave, répréhensible, en séquestrant ses filles, dont la sanction sera irrémédiable, se soldant par leur mort collective et délibérée. La punition ultime, elle-même tout à fait hors norme, dans l'exagération poussée à son paroxysme. En se penchant maintenant de plus près sur cet hexagramme 28 qui nous est donné comme énergie principale, on constate, comme évoqué précédemment, qu'il y a 2 traits en mutation, le 4e et le 6e. À savoir que pour chaque trait, le yiking va pointer du doigt une situation particulière et un conseil spécifique assorti. Ils sont situés tous deux dans le trigramme supérieur, placé au-dessus du premier, un hexagramme se lisant verticalement de bas en haut. Il est en relation avec l'environnement extérieur, quand celui du bas va concerner la façon dont la situation est vécue intérieurement. L'accent est donc mis sur des modifications en lien avec ce qui est extérieur à soi et non vers une disposition intérieure à modifier, qui, elle, reste inchangée, et ça j'y reviendrai. Dans la hiérarchie des traits, le positionnement du 4e se réfère à la position dite du ministre. C'est à cet endroit que peuvent être appliquées les lois promulguées par décret. C'est une position d'exécution, de mise en action de quelque chose que l'on n'a pas décidé soi-même. C'est l'un des traits maîtres de l'hexagramme 28, c'est-à-dire celui qui donne le plus de chances de résolution, dont les conseils sont primordiaux. Que nous dit-il ? Sans surprise, il est en lien direct avec le moment clé du film, celui du bal, où les parents, et plus exactement la mère, accordent un sésame de sortie à ses filles, parvenant ainsi à se surpasser dans le bon sens, en effectuant un effort salutaire pour aller au-delà de ces principes dogmatiques et restrictifs.
Pour les 5 sœurs, c'est la bouffée d'oxygène tant attendue et enfin un vrai contact social avec des jeunes de leur âge et de mêmes conditions. C'est d'autant plus intéressant à souligner que la mutation de ce trait donne l'hexagramme 48, le puits, figure d'une organisation collective autour d'un point central de ravitaillement en eau. C'est l'accès aux ressources disponibles pour tous. Ce trait évoque donc une décision d'ouverture, d'allègement des tensions s'effectuant via un contact aux autres à la fois multilatéral et égalitaire qui constitue une sorte de renfort bienvenu face au péril. Je pense notamment là au moment où les 2 amoureux sont élus rois et reines du bal par leurs camarades et couronnés sur scène par leur professeur, dans le seul moment de grâce un peu extatique du film. Jusque-là, tout va bien. Cependant, le Yiking met en garde. Solliciter exagérément le concours d'autrui, perdre son libre arbitre, son indépendance, au profit d'une demande de renfort pourrait s'avérer préjudiciable et apporter des ennuis. Le drame de l'excès dans l'ouverture et la recherche de support. Nous voilà dans Playground Love et ce plan assez effroyable de Kirsten Dunst en caméra plongée, esselée, minuscule, allongé sur l'herbe de l'immense terrain de sport dans l'aube brumeuse et froide, abandonné là, sans véritable raison par son lâche compagnon. De ce qui devait être l'acmé d'une conquête advient le cauchemar, résultat d'une séduction qui s'outrepasse dramatiquement et la conduira plus tard à consommer frénétiquement les corps sur le toit de la maison parentale. Résultat aussi d'un manque de soutien de la bande de copains qui ne couvriront pas son escapade nocturne et qui s'en verra payer le prix fort par un retour de bâton tout aussi excessif lorsqu'ils se retrouveront, entre guillemets, convoqués sur les lieux du drame final par Kirsten Dunst elle-même via les coups de fil musicaux. Un bijou de trouvailles scénaristiques au passage. Petit aparté, je pointe ici la piètre lâcheté attribuée à l'ensemble des rôles masculins du film. Du père démissionnaire, qui se voile la face dans des amusements assez adolescents au travers de sa passion pour le modélisme d'aviation, à l'amoureux transi finalement totalement désinvolte, en passant par la bande de copains voyeurs mais inaptes à intervenir efficacement, ils ne font guère le poids face à ces 5 jeunes filles qui s'émanciperont d'elles-mêmes et de la manière la plus radicale qui soit. Intéressant de la part d'une jeune réalisatrice qui, au lieu d'étouffer sous le joug écrasant du statut de fille d'eux, part vivre à Paris vers une carrière dans la mode, loin de son pays comme de son milieu d'origine, pourrait revenir avec un pamphlet s'érigeant contre les dogmes liberticides, lui ouvrant par là les portes de la reconnaissance du cinéma indépendant, au point d'en devenir ensuite l'une des icônes. Mais revenons-en à notre hexagramme 28 et la mutation du 6e et dernier trait. Cette position représente la fin de situation, et si nous comparions chaque trait à une marche d'escalier, arrivé au sommet, la situation de départ est portée à son point culminant, au maximum de ce qu'elle peut générer, positivement ou négativement. Ici, sans surprise, le hors-norme est impossible à supporter davantage, nous dépasse malgré le courage dont on a fait preuve pour tenir jusque-là. Littéralement, le sommet de la tête est submergé. C'est la noyade, et tout a été vain malgré les efforts déployés. Le Yiking a été l'objet de nombreuses traductions et interprétations au cours des siècles, les textes ayant eux-mêmes été remaniés à de nombreuses reprises. Je vous cite celle de Richard Wilhelm, un missionnaire allemand envoyé en Chine où il résida plus de 20 ans, éminent sinologue, qui fit paraître une traduction du Yiking en allemand en 1923, préfacée par Jung, qui s'intéressa énormément au livre des transformations dans le cadre de son travail sur les synchronicités. Mais ça, c'est une autre histoire. Wilhelm traduit le texte du 6e trait en ces termes. La situation indiquée ici est celle où l'extraordinaire est porté à son comble. On est courageux et l'on veut à tout prix venir à bout de sa tâche. On se met ainsi en danger, on se trouve submergé par l'eau, c'est l'infortune. Toutefois, vouloir abandonner la vie en voulant faire triompher ce qui est bon et bien n'entraîne pas de blâme. Il est des choses plus importantes que la vie. C'est évidemment à prendre dans le sens métaphorique. Recevoir cette réponse lors d'une consultation n'invite pas à mettre fin à ses jours.
Dans toute situation, aussi dramatique soit-elle, il existe toujours une porte de sortie. Pourquoi ? Parce que c'est le fondement même de la philosophie du Yiking basée sur la permanence du changement. Au point de bascule, l'énergie verse en son contraire, dans un mouvement aussi immanent que l'est le processus de la respiration. Il est impossible d'inspirer sans expirer, et vice-versa. Aucun des deux n'est meilleur que l'autre dans l'absolu, même si, dans certaines circonstances, en gardant la métaphore de la noyade évoquée précédemment par exemple, il vaut mieux éviter d'inspirer sous l'eau si l'on veut rester en vie. Vous avez là une image assez fidèle de ce que représentent les éléments yin-yang, matrioshka l'un de l'autre à l'infini. Dans le cas de ce 6e trait, yin dans la situation de départ, en devenant yang par sa mutation, il générerait à lui seul l'hexagramme 44. Venir à la rencontre, accueillir. La stratégie serait alors de ne plus chercher à lutter, mais de lâcher prise pour aborder une autre rive. Conseil que n'ont pas suivi les sœurs Lisbonne. Ou disons plutôt qu'appliquées au pied de la lettre, elles ont effectivement abordé d'autres rivages, mais fort lointains. L'hexagramme formé par la mutation conjointe des 4e et 6e traits de l'hexagramme 28 est l'hexagramme 57, se conformer, se modeler. Il ne représente pas son futur, mais son prolongement, sa perspective. C'est ce qui caractérise l'incroyable précision des réponses apportées par le Yiking, offrant 4096 combinaisons possibles. En gardant la métaphore de la respiration, nous pourrions dire que l'inspiration se fait en mode 28 et qu'avec l'ajustement des 2 traits mutants, l'expiration se fait en mode 57. Il est son pendant, comme le fruit d'un arbre l'est de sa fleur initiale. Cet hexagramme possède la particularité d'être un hexagramme double. Les 2 trigrammes qui le composent, celui du bas qui ici n'a pas changé, et celui du haut sont identiques et représentent tous deux l'élément du vent. Ces attributs sont la douceur, d'où le fait que le 57 soit fréquemment appelé le doux, mais c'est une traduction assez trompeuse pour notre esprit occidental. Nous associons spontanément la douceur à quelque chose d'agréable et tendre. Pour l'esprit chinois, le vent est doux parce qu'il souffle en continu, avec souplesse, lui conférant la capacité de s'infiltrer partout. Ce faisant, il contourne les formes, obstacles qu'il rencontre sur sa route, exactement comme le font les racines des arbres dans le sol, ce qui explique aussi son analogie avec l'élément bois. En excès ou mal configuré, il peut porter à la sournoiserie de ce qui s'insinue, dont on ne se méfie pas, parce qu'il est invisible, ou qui finit par atteindre son but à force de répétition patiente, d'où le sens également de pénétration. Mal dirigé, il peut à l'inverse s'éparpiller et s'épuiser dans trop d'hésitations stériles, incapable d'avoir un but défini et de s'y tenir. Dans sa graphie ancienne, il représente 2 sceaux de fonctionnaires sous lesquels se tendent 2 mains prêtes à recevoir et dessous encore un autel induisant la notion de sacrifice et d'offrande. L'ensemble évoque donc l'idée de se conformer, d'accepter de se plier dans une forme de soumission volontaire, d'acceptation. Je détaille autant pour que vous puissiez visualiser toutes les variantes et les implications du vent qui sont largement personnifiées dans le film au travers des mécanismes familiaux à l'œuvre. La situation hors norme dans laquelle nous entrons n'est pas le résultat d'un événement ponctuel ou violent. Elle est au contraire le fruit du lent travail de sape d'une éducation restrictive, effectuée tout en douceur, à laquelle les sœurs Lisbonne sont soumises depuis toujours et non consciemment au départ. Ce qui explique cette forme de stupeur provoquée par la première tentative de suicide qui ouvre le film. Alors qu'en apparence tout semble baigné dans le meilleur des mondes, quel est ce malaise diffus, impalpable ? D'où vient-il ? Comment l'enrayer ? Comment lutter ? Autant de questions que le narrateur se pose lui-même alors que les événements de sa jeunesse continuent à infuser en lui 25 ans plus tard, mesurer l'invisible efficacité du vent. Une force si puissante en définitive que les sœurs elles-mêmes abdiquent, abandonnant leur consentement à la séquestration maternelle,
leur velléité d'indépendance et de reprise en main ayant échoué lors de l'épisode charnière du bal, cela notamment par leur incapacité à unir leurs forces dans une direction conjointe et précise, qu'elles parviendront cependant à accomplir par leur choix d'abdication finale qui sonnera comme la libération ultime. Richesse de cette double image, le vent se conforme, se modèle, mais il n'en reste pas moins insaisissable. Ne dit-on pas libre comme l'air ? Petit clin d'œil au groupe illustrant la bande sonore du film d'ailleurs. Si nous avions rencontré les sœurs Lisbonne dans la vraie vie, qu'aurions-nous pu leur conseiller grâce à la sagesse du livre des transformations ? Tout simplement d'incarner l'attribut du vent, la souplesse, la flexibilité du roseau qui plie mais ne rompt pas, d'utiliser son moyen d'action, le temps, s'adapter, encore un moment, durant les quelques années qui les séparaient de leur majorité synonyme d'émancipation et d'une liberté que plus personne n'aurait pu leur ravir. Mais il n'y aurait pas eu de film et c'est toute la magie du cinéma. Ainsi s'achève la première partie de notre tour d'horizon en compagnie de notre vieux livre chinois. Et s'il vous plaît de continuer l'aventure, découvrir tardivement Virgin Suicides m'a furieusement donné envie d'aller jeter un œil du côté d'un de mes grands souvenirs cinématographiques. Seconde réalisation de Sofia Coppola, sortie en 2003 et couronnée de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur scénario original et César du meilleur film étranger. J'ai nommé le fameux Lost in Translation, porté par un duo aussi improbable que charismatique, Bill Murray et Scarlett Johansson. Je vais moins entrer dans les détails car ce second opus est beaucoup plus connu, mais aussi parce que son intrigue assez simple tient en quelques mots, alors que le script fait une 50aine de pages, n'en déplaise à ceux qui ont eu la sensation qu'il ne se passait rien dans ce film. Nous voici au Japon. Un homme, une jeune femme, arrivés séparément dans un hôtel de luxe de la ville de Tokyo. Ils ne se connaissent pas, se croisent, finissent par lier connaissance, partageant quelques moments de vie ensemble, puis se séparent comme ils se sont rencontrés. Fin. Et belle allégorie du couple. Bon ok, je schématise un peu. Avant d'aller plus loin, on se repasse un petit extrait de la bande-son ? Ce morceau, Just Like Honey, du groupe de Jesus and Mary Chain, illustre la scène finale du film lorsque nos deux protagonistes se quittent. Littéralement, Lost in Translation signifie « perdu dans la traduction », mais ce titre serait une référence à une définition de la poésie par le poète américain Robert Frost. Poetry is what gets lost in translation. La poésie est ce qui se perd dans une traduction. Une définition qui entre particulièrement en résonance avec cette scène finale dans laquelle Bob, le personnage interprété par Bill Murray, murmure quelque chose à l'oreille de Charlotte Scarlett Johansson sans que ces mots soient audibles pour le spectateur. Et il semblerait que ce mystère ait été défloré en 2007 via l'analyse poussée d'un cinéphile acharné. Les mots prononcés auraient été « Je dois partir, mais je ne laisserai pas cela s'immiscer entre nous ». Ce que les intéressés n'ont jamais confirmé. Sachant qu'une partie de cette scène est le fruit d'une improvisation de Bill Murray sur le script initial et qu'il ne manque pas d'humour, la réalité est peut-être bien plus triviale. Je convoque ici d'ailleurs le titre francophone dédié à nos amis québécois, traduction infidèle. Tout est dans le texte. Ou pas. Sofia Coppola a décrit Lost in Translation comme une histoire sur les choses qui se déconnectent et recherchent des moments de connexion.
De nombreuses critiques ont évoqué une peinture de la solitude via ces deux êtres perdus dans une mégalopole dont ils méconnaissent la langue et les codes culturels, effet miroir de leur vie respective dans laquelle chacun semble errer. Il y a d'abord Bob, un acteur américain, quinquagénaire à la gloire passée, venu tourner une publicité très lucrative pour une marque de whisky locale, marié de longue date, qui nous apparaît comme désabusé, fané à l'automne de sa vie. Puis il y a Charlotte, une jeune femme récemment diplômée de l'université de Yale et fraîchement mariée à un photographe de mode venu effectuer une série de shootings dans la capitale nippone. Elle l'a suivi sans trop savoir pourquoi et nous apparaît traîner le même spleen existentiel que Bob alors qu'elle se trouve pour ainsi dire au printemps de sa vie. C'est en effet précisément ce vide, ce désœuvrement qui va les conduire à se rencontrer et rechercher l'un chez l'autre ce qui semble désespérément leur manquer individuellement. J'ai donc été très étonnée par la réponse du Yiking concernant l'essence de ce film. L'hexagramme 14, le grand avoir, avec une mutation du premier trait vers l'hexagramme 50, le chaudron. Pour le moment, cela ne vous évoque rien de bien précis. Mais pour mieux illustrer ma surprise, je vais vous amener vers ce que le film n'est pas, en vous décrivant l'énergie des deux hexagrammes opposés. Ce qui peut être très utile lorsqu'une réponse nous apparaît assez sibylline au premier abord. Ainsi, les deux opposés des 14 et 50 sont les hexagrammes 8 et 3. La solidarité, l'union, et la difficulté initiale. Ils décrivent une situation de concorde entre deux êtres, s'unissant de concert pour faire émerger de leur rencontre quelque chose de nouveau, une promesse en germe qui ne demande qu'à croître. La graphie de l'hexagramme 8 faisant de plus malicieusement écho à l'une des scènes du film, à savoir deux individus en position parallèle, tournés l'un vers l'autre, qui n'est pas sans rappeler le moment où Bob et Charlotte passent la nuit allongés côte à côte dans le même lit. Eh bien, le Yiking nous dit qu'il ne s'agit pas de cela. Et toute notion de déracinement dans un contexte étranger y est de plus totalement absente également. Ce qui m'amène à un premier postulat, le Japon, la solitude, le désœuvrement de ces deux personnages n'est qu'un prétexte à quelque chose d'autre qui semble bien plus essentiel aux yeux du Yiking. Si je traduisais le message des hexagrammes 14 et 50 en une phrase, je pourrais dire qu'il s'agit d'un énorme potentiel de croissance à disposition d'un individu, avec pour objectif de se positionner correctement dans sa destinée, c'est-à-dire de trouver sa juste place dans sa vie. Ce grand avoir de l'hexagramme 14 représente un réservoir de richesse immense, aussi bien matériel que spirituel, doublé de la capacité d'en faire quelque chose d'extrêmement qualitatif et brillant, pour soi comme pour les bénéfices d'autrui. Il ne s'agit donc pas de solitude, comme on pourrait le supposer au regard de l'hexagramme qui est opposé à l'union, mais d'indépendance, de libre arbitre et d'autonomie. Le premier trait en mutation correspondant à l'entrée en situation, au premier pas, est un conseil de mise en garde qui, textuellement, est formulé ainsi : absence de relation avec ce qui est nuisible. Ce conseil est à prendre dans son sens moral, car c'est aussi l'une des caractéristiques de l'hexagramme 14, un sens aigu de la moralité en suivant la voie du bien, c'est-à-dire ce qui est élevé d'un point de vue spirituel en évitant de se fourvoyer dans la facilité ou le vice. Luxe n'est pas luxure. Condition sine qua non pour accéder à la transformation qualitative représentée par l'hexagramme 50, le chaudron, l'un des hexagrammes les plus élevés, spirituellement parlant, du Yiking. Le chaudron auquel il est fait allusion ici était un récipient sacrificiel très précieux et raffiné, utilisé lors des grandes cérémonies et symboles de purification alchimique. En d'autres mots, il s'agit de transformer notre boue intérieure en or, en s'accordant avec nos principes de vie les plus nobles.
ce qui résonne fortement avec l'image évoquée précédemment sur ce qui n'est pas dans ce film, plus spécifiquement illustré par la scène où nos deux protagonistes passent la nuit allongés dans le même lit sans qu'il ne se passe quoi que ce soit entre eux physiquement. C'est précisément cela qui fait la profondeur de cette relation, qu'aucun des deux ne cède à la facilité charnelle permise par les circonstances d'oisiveté dans lesquelles ils se trouvent, qu'il pourrait aisément justifier par l'ennui, la solitude ou le déracinement. Et c'est précisément cette forme de sacrifice consenti qui leur permet d'atteindre une connexion de dimension supérieure évoquée par la phrase de Sofia Coppola à propos de cette histoire. Et à mon avis, c'est la clé de voûte du succès du film. Parce qu'ils ne couchent pas ensemble, mais qu'ils mettent à profit leur contact pour faire ressortir ce potentiel inexploité dont ils sont déjà porteurs, ici celui de réveiller leur capacité à s'amuser, s'émerveiller, jouir de ce qui se présente à eux dans cet immense terrain de jeu qu'est devenu la ville. Une relation catalyseur qui leur permet de se quitter comme ils se sont rencontrés, mais cependant plus conscients d'eux-mêmes. En somme, c'est une histoire qui dit « Mais regarde un peu autour de toi, sors de ta stupide morosité. Tu as tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureux. Et ça ne dépend que de toi, de te mettre en accord avec qui tu es, de prendre ta place dans le monde qui t'entoure. » D'ailleurs, clin d'œil très premier degré, c'est assez dans la veine d'une critique négative parue dans un article du Guardian par le journaliste David Stubbs, décrivant les personnages de Lost in Translation comme, je cite, « des Américains gâtés, pleins d'ennuis, riches et absolument antipathiques ». Et comme toute œuvre profondément reliée à son auteur, même si certains commentateurs ont fait le parallèle avec une forme de morosité solitaire d'une Sofia Coppola en cours de rupture, le tournage s'est déroulé à l'automne 2002, bien après le travail d'écriture et bien avant son divorce d'avec le réalisateur Spike Jonze qui aura lieu en décembre de l'année suivante. À la lumière de la réponse proposée par le Yiking, j'y vois davantage la continuité d'un processus d'émancipation entamé avec Virgin Suicides, d'une personne consciente de son potentiel à pouvoir mener une vie en accord avec ses propres valeurs. Ce qu'a prouvé le succès public comme les récompenses obtenues par un film très personnel et indépendant, entièrement écrit et réalisé par elle-même, à contre-courant d'idées ou d'attentes extérieures préconçues. Ainsi, les paroles de Just Like Honey, que vous avez écoutées en introduction, résonneront peut-être différemment. Écoute cette fille, comme elle affronte la moitié du monde, en progressant et si vivante dans sa ruche ruisselante de miel. Ainsi s'achève ce nouvel épisode portant à la fois sur l'œuvre et le personnage derrière la caméra, toute la richesse du Yiking qui porte à la fois sur le fond et la forme. Et si vous souhaitez pour vous-même explorer et exploiter cette richesse d'analyse pour vos propres problématiques, n'hésitez pas à me contacter directement pour une consultation. Vous avez toutes les infos en barre de description. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.